Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un avatar pas comme les autres, des ados pas comme les autres et des médecins pas comme les autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain et à mes côtés, comme chaque semaine, je retrouve notre addict aux plateformes et aux films et séries. Un journaliste pas comme les autres. Un journaliste pas comme les autres. Envie de dire. Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma et créateur du concept de Originals. Je retrouve aussi notre cher Johan Sardet, journaliste indépendant qu'on peut lire notamment chez Just Watch. Un corps, pas comme les autres. Aujourd'hui, gros plan sur Euphoria saison 3, la série mettant en scène tout le nouveau gratin d'Hollywood et donc de retour. Vous retrouverez ensuite Gauthier pour sa chronique Les pieds dans le plat. Et de quoi tu nous parles aujourd'hui, Gauthier ? Je vais essayer de vous parler des films et des séries générationnelles, des trucs qui marquent toute une jeunesse et que les adultes y comprennent pas du tout. Est-ce que pour finir, on serait pas tous génération après génération en train de regarder le même truc ? Ça sera ma question. Voilà. Johan, ensuite, tu nous feras l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine. Tout à fait. Et puis, comme chaque semaine, il y a encore beaucoup de choses à voir. Mais tout de suite, ça vient de tomber, c'est les news. Vous écoutez Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme en partenariat avec Cinéma Teaser. Quand ça arrivait sur Netflix, Apple TV+, Prime, Paramount+, quand même. Max, Arte, c'est pas mal. Canal+, écrase tout le monde. Disney+. Moi, je crois à la complémentarité des plateformes. Tout ça, j'aime bien. Et oui, ça vient de tomber. Mais Sur ça- mon pied, en plus. Aïe, aïe, Ça aïe. tient pas. Tu t'es Ça pris tient pas. un gros Paramount Plus sur la tronche, Johan, puisque on a eu une fuite. On a eu une fuite pour la suite de Avatar. Bah, appelez le plombier. Pardon. Je retire cette vanne. Vous recouperez cette vanne au montage. Mais rien de tout bleu, en l'occurrence, imaginé par James Cameron, puisqu'on parle cette fois de Avatar, le dernier maître de l'air. Alors, ce qui s'est passé, c'est que y a une suite en animé qui verra les héros de la saga devenus adultes. C'est prévu pour octobre prochain sur Paramount+. Et en fait, ce contenu aurait fuité en ligne, révélant les probables éléments clés de l'intrigue. Alors évidemment, ces extraits ont depuis été retirés, mais le mal est quand même fait et beaucoup de fans ont été peut-être un peu spoilés, même si le studio n'a pas encore officiellement commenté ces fuites. Mais moi, de ce que j'ai vu, alors par contre, oui, peut-être que ça gâche un peu le plaisir et que ça spoil, mais en tout cas, les retours sont dithyrambiques. C'est-à-dire que tout le monde est très très content de ce qu'ils ont vu. Donc, c'était pas le film en entier, je crois, c'était vraiment des morceaux. Alors le film aurait leaké chez quelqu'un, genre par un email, tout d'un coup tu reçois le film en entier. Pas mal. Tu vois, moi je reçois des relances des impôts, c'est différent. Bon. Gros mail, quoi. Et du coup, cette personne-là aurait filé le truc à d'autres, et puis on aurait vu 2-3 petits extraits. C'est ça, ouais. Et en tout cas, voilà, de juste rappeler que c'est donc la suite de la série animée où il y avait eu, je crois, 3 saisons. Et en fait, la version live, c'est cette année que la saison 2 arrive sur Netflix. Alors voilà, c'est pas la saison live, là on parle de film d'animation, et pour la première fois on verrait tous ces personnages adultes. Ce qui est une vraie nouveauté pour tous les fans. C'est un truc Ça qui était- ressemble vachement à Euphoria saison 3 et au retour de Malcolm. C'est vrai. Mais c'est marrant, ça fait presque fuite volontaire pour faire parler un peu du truc. En fait, tu sais, quand t'as un produit de qualité et que tu le sais, et hop, tu t'enfiles un petit peu et tout le monde fait un petit buzz autour. Je sais pas. Cool, en tout cas. Très bonne nouvelle. Ah, ça vient de tomber là aussi. Ah, encore. Je me suis cassé la voix. Encore. Et cette fois, c'est attention. Alors là, je vais vous demander un petit peu de neurones actifs. C'est le retour du comeback pour American Horror Story. Pourquoi je dis c'est le retour du comeback ? Parce que déjà, on a eu le retour. Parce qu'il y a déjà eu le comeback. Oui. Maintenant, c'est le retour du comeback. Exactement. Déjà, ce qu'il faut dire, on va le glisser là, Jessica Lange est de retour. Ah, très bien. Étonnant. Et elle est de retour dans le rôle qu'elle avait dans la saison 1. Ah ouais, marrant. Vous savez, c'était cette dame un peu âgée qui enferme une jeune fille un peu retardée dans un placard. C'est le placard aux vilaines. Oui, absolument. Voilà. Ouais. Donc elle revient. Et c'est aussi le retour de l'actrice fétiche de Ryan Murphy, Sarah Paulson. Qu'on adore. Et Sarah Paulson, elle revient pas pour faire un random rôle. Elle revient pour jouer le rôle de qui ? Du Terminator. Non. Du Terminator. Non. Elle revient pour faire le rôle de Cordelia Good. Et Cordelia Good, c'est qui ? C'était la sorcière suprême dans Covent, la saison 2. La saison 3. Saison 3. Saison 2, saison 3. Bon, enfin, Saison en tout cas, 3, c'est saison 3. quoi La saison 2, c'était c'est l'hôpital. l'asile. C'est l'asile.
Ah, c'est l'asile. Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc, ce qui se passe, c'est que il y a eu pas mal de succès pour 1984, qui était la dernière saison de American Horror Story. Et depuis, Ryan Murphy s'est un peu étalé dans plein de American quelque chose story. Ouais. Avec plus ou moins de réussite d'ailleurs. Et puis il a fait Dont aussi. American Love Story, c'était Oui. la dernière, c'est ça? Ouais. Il y a eu The Beauty, il y a Ouais, eu le truc que tu avais regardé avec Grotesquerie. Grotesquerie. Enfin voilà, il s'était un peu étalé comme ça. Et là, il fait un peu comme les frères Russo. Il rappelle en temps de crise des valeurs sûres. Et puisque les frères Russo ont rappelé évidemment Robert Downey Jr. pour faire le nouveau Avengers. C'était ça mon lien. Et donc là, ce qui se passe, c'est que on va avoir une saison qui sera la suite de la saison donc 3 et de la saison 8, qui était le retour des sorcières. Parce que pourquoi c'est le retour du comeback? Parce que la fameuse sorcière suprême, elle était morte à la fin d'un épisode, et Billy Lourdes, qui jouait une autre personnage dans une autre saison, était retournée dans le passé pour aller la ressusciter, mais elle était revenue aveugle, mais avec des super... Enfin bon, voilà. Et donc elle revient, ils reviennent toutes. Voilà. N'importe quoi. C'est le Ryan Murphy, encore une fois, Cinematic Universe, enfin Serial Universe. Et j'aimerais bien savoir comment ça se passe, comment se diffuse le temps autour de Ryan Murphy, parce que j'ai l'impression qu'il tourne une série par jour, en fait, le gars. Comment il fait? Je pense qu'il doit être très bien entouré. En fait, il a des idées. Et ouais, puis il y a les gens qui les font après. Ouais, c'est ça. C'est l'école Jim Sheridan, ça. Allez, on enchaîne avec PAM, un truc qui retombe là encore. Oh, qu'est-ce que c'est? Et ça tombe de très haut, puisque ça tombe de l'espace. Et ça tombe de l'espace, puisqu'on va parler de Alien Earth saison 2. Voilà, juste une petite news, puisque un nouvel acteur rejoint le casting, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un acteur qui lâche l'armure pour le scaphandre spatial en la personne de Peter Dinklage. Donc voilà, Tyrion Lannister dans Game of Thrones, qui rejoint la saison 2, qui avait pourtant divisé de Alien Earth. En tout cas, voilà, Noah Hawley, qui avait déjà fait Fargo et la série Légion, enfin Fargo, la série aussi, bien sûr, voilà, a annoncé que la saison 2 rentre bientôt en tournage. Alors, puisque Johan n'était pas avec nous au moment de l'épisode sur Alien Earth, j'aimerais beaucoup savoir, Alien Earth, qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben, écoute, étonnamment, j'ai beaucoup aimé. À part peut-être le dernier épisode qui partait un peu dans tous les sens, mais ce mix de l'univers de Blade Runner et de Alien, et en fait on a toujours su que c'était un peu deux univers mêlés, et là en fait c'est presque officiel avec cette espèce de clone de Rutger Hauer, voilà, joué par Timothy Olyphant, et ce monde tenu par les corporations. J'ai trouvé l'univers hyper intéressant. Après la question c'était, je crois que Noah Hawley avait dit en fait au bout de 40 ans je peux plus vous faire peur avec l'alien, donc je vais mettre des nouveaux aliens, enfin, des nouvelles créatures, donc il y avait cette espèce d'œil sur tentacule. Alors, on se souvient plus de lui que de... Voilà, exactement. Donc absolument dégueulasse. Donc moi j'ai envie de continuer à avoir d'autres créatures, et en fait c'est peut-être la limite du truc, c'est qu'en fait le xénomorphe on s'en fout un peu. Exactement. C'est devenu un chien de chasse. Voilà, parce qu'on le siffle, il vient, voilà, exactement. Voilà, Donc on communique avec lui par les ondes. Ouais. Un épisode entier de Originals avec TPK en invité, qui fait des vidéos sur YouTube sur les jeux vidéo et sur Twitch, est disponible si vous remontez dans l'historique de Originals. C'est tout pour aujourd'hui au niveau des news. Je vous propose d'attaquer le gros morceau de la semaine, c'est le gros plan. Et cette semaine, c'est donc le grand retour d'Euphoria de Sam Levinson, avec, on le rappelle, Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi ou Hunter Schafer. 8 épisodes à retrouver sur HBO Max. Et pour le coup, cette 3e saison, elle marque une rupture narrative, mais pas que, avec un vrai saut temporel, une approche peut-être plus adulte dans l'esprit que ces histoires adolescentes, toujours portées par une esthétique assez stylisée, une narration fragmentée et une exploration des dérives émotionnelles, sociales et identitaires de toute une génération désormais sortie du lycée. c'est beau. Au début, on a tous dû faire un choix. On a dû choisir qui on était et ce qu'on voulait dans la vie. La chaîne a adoré votre scénario. C'est vrai ? Mais ce qu'on n'avait pas réalisé, c'est jusqu'où on était prêt à aller. Ça se voit que t'es quelqu'un de bien qui s'est juste retrouvé dans une mauvaise situation. T'es d'accord avec ça ? Et oui, parce que le pitch, c'est que on n'est plus au lycée et Roux, donc qui est incarné par Zendaya, et son entourage entrent dans l'âge adulte, confrontés à des trajectoires plus sombres et à des choix maintenant irréversibles. Entre addiction, pouvoir, relations toxiques et quête d'identité, chacun tente de survivre à une réalité encore plus brutale. Et alors, Johan, j'ai envie de te demander,
C'est mon moment, préparez-vous. Arrêtez tout ce que vous faites. Mais qu'est-ce qu'en a pensé ChatGPT ? Et ouais, parce que en fait, bon, moi je fais partie peut-être des vieux cons, on va le dire hein, quand même, voilà, qui sont un peu passés à côté de la série. Je l'ai vu, mais je comprenais pas vraiment le phénomène. Donc du coup, je me suis mis devant mon ordi. Je suis allé voir ma petite IA. Je lui dis, mais pourquoi Euphoria ? De quoi ça parle ? Il m'a fait une chouette réponse que je vais vous lire tout de suite. Exploration viscérale et stylisée des traumatismes modernes et de la quête de sens. Ce que la série raconte vraiment, au-delà des paillettes et du maquillage néon, c'est la dépendance comme mécanisme de survie, la construction de l'identité à l'ère numérique, la masculinité toxique et ses racines, la perte de l'innocence. Le style visuel très esthétique, la lumière, les couleurs, est souvent de contraste brutal avec la laideur des situations vécues par les personnages. L'esthétique clip sert à sublimer la détresse. Le réalisateur utilise ce qu'on appelle le réalisme émotionnel. Ce n'est pas la réalité, c'est ce que les personnages ressentent. Quand on a 17 ans, une rupture ou une fête peut sembler aussi épique et dramatique qu'une scène d'opéra ou un clip psychédélique. Je termine. Dans Euphoria, personne ne semble jamais avoir de devoirs, de petits boulots normaux ou de conversations banales. Tout est paroxytique. On peut lui reprocher évidemment une forme de misère porn, puisque la série traite de sujets graves, overdose, abus sexuels, en les rendant beaux à l'image. Et on peut lui reprocher évidemment une esthétisation à outrance. On sent que c'est écrit par un quadragénaire qui fantasme et projette ses propres démons sur la jeunesse actuelle, nous dit ChatGPT. Ah, il va jusque-là. Je pense que je peux rentrer chez moi. Il est fort, ce ChatGPT. ChatGPT fait très bien mon travail, voilà. Alors, comment ça se passe ? Effectivement, on parle de Euphoria. Euphoria disponible sur HBO Max. 2 saisons qui commencent à dater un petit peu, puisque entre la saison 2 et la saison 3, on a eu la grève des acteurs et des scénaristes. On a eu pas mal d'agendas très bookés. Ouais, c'était aussi ça le problème. Ouais. Auprès de toute une génération d'acteurs et d'actrices qui ont depuis explosé littéralement le star system hollywoodien. Donc on se retrouve avec une saison 3 qui fait le pari... Non, j'allais ajouter, il y a eu aussi un décès, le décès d'Angus Cloud, parce que la saison 2. 2 décès, mais la saison 3 avait beaucoup été écrite autour du personnage campé par Angus Cloud, qui était un des meilleurs personnages de la série, donc le dealer. Le dealer qui s'appelle Fez, et en fait il était très proche de Sam Levinson, et Sam Levinson avait conçu la saison 3 presque autour de lui, et donc quand le jeune homme s'éteint suite à une overdose, et ben en fait il faut tout réécrire, tout en lui rendant hommage d'une certaine façon dans la saison 3. Et l'autre décès, c'est celui de l'acteur qui joue le père du personnage de Jacob Elordi, Eric Dane, je crois. Tout à fait. Eric ? Oui, Eric Dane, mais qui est décédé après avoir tourné ses scènes. Donc il était déjà très affaibli par la maladie, c'était la maladie de Charcot, si je ne me trompe pas. Okay. Et il était déjà affaibli, mais il a pu tourner ses scènes un peu comme un dernier barreau d'honneur, quoi. Et donc voilà ce qui explique que ce choix, je trouve ça plutôt heureux de faire un saut temporel. Pas d'essayer de nous faire croire que des personnages qui ont 30 ans en ont 17. Du coup, changement de ton, on a vu la saison 1 et la saison 2 en son temps, où on les a rattrapés depuis. Des avis très divisés autour du plateau, en l'occurrence. Par contre, cette saison 3, on a pu voir que le pilote. Puisque on peut pas donc se projeter. On va plus parler de Euphoria en tant que tel que de la saison 3, plus y glisser ce qu'on a d'un temps éventuellement. En un mot, votre rapport à la série, chacun ? Très vite fait, parce que moi je suis Yohan disait qu'il représente la vieille génération. Je me sens très très vieux moi devant Euphoria aussi. J'ai regardé la saison 1 pendant le confinement avec ma femme parce que tout le monde me disait c'est tellement bien Euphoria, il faut absolument avoir vu Euphoria, c'est le phénomène de société du moment. Et au dernier épisode, j'étais en train de faire j'ai fait promettre à ma femme de plus jamais me montrer un demi-épisode de ce truc-là, c'est ma kryptonite, c'est vraiment c'est le truc, enfin bon... Pour être rapide, je le rappelle parce que c'est un running gag qui est sympa et marrant, mais moi mon truc c'est le réalisme social britannique, donc c'est vraiment regarder des personnages être heureux dans la pauvreté et tout ça, et être modeste et tout, et Euphoria c'est à peu près tout le contraire, et c'est vrai que consacrer du temps à regarder la jeunesse dorée américaine se plaindre, j'avais envie de les étrangler tous les uns après les autres.
Et puis j'ai compris petit à petit que je faisais fausse route et qu'il fallait peut-être que cette série parlait plus de moi que je ne le croyais. Mais c'est vrai que quand Romain m'a dit on va faire tout un épisode d'Originals sur Euphoria parce qu'il y a la saison 3 qui arrive, je lui ai dit non, s'il te plaît, je veux pas. Je veux pas y retourner, je veux pas retourner là-dedans. Toi, Mais bon, j'ai tout rattrapé. Hein. Toi, Yoann, de ton côté? Moi, je suis entre les deux parce que toi, je pense que tu représenteras la partie des gens qui aiment bien. Moi, je suis entre les deux, c'est-à-dire que je respecte vraiment le travail visuel incroyable qui est fait sur la série, avec beaucoup de plans séquences, des purs mouvements de caméra, justement cette esthétique très particulière qui est presque devenue un genre en soi, le genre Euphoria, et puis par ses performances d'acteurs et d'actrices, et notamment Zendaya, qui sont absolument incroyables. Après, moi, je suis comme Gauthier, c'est-à-dire que je regarde le truc et je me dis, mais à quel moment c'est la vraie vie, ce truc-là ? Et il faut arrêter de nous vendre la vraie vie comme un clip, en fait. Et voilà, qui met des paillettes sur les yeux pour sortir ? En fait, visiblement, il y en a. Ne me détestez pas quand je dis ça. Mais voilà, mais moi, en fait, je me suis senti aux portes du truc et de me dire, en fait, c'est une génération. En tout cas, c'est pas une génération, mais c'est des images qui fantasment une jeunesse qui vit à travers des filtres Insta, quoi. Donc en fait, je me dis à quel moment c'est réaliste, à quel moment on sort les poubelles, à quel moment on vit vraiment. Voilà, je sais pas trop. Oui, par ailleurs, enfin, il y a une dimension de tout ça qui dit probablement un vrai truc sur la jeunesse. Hein. J'ai aucun problème avec ça, mais c'est vrai que c'est déjà un cliché dans les séries qui s'intéressent à la jeunesse de montrer des acteurs qui ont très manifestement 25 à 30 ans, avoir 17 ans. Il y a un moment, moi, au bout de la saison 2, où quand ils se disent « Oui, je suis lycéen et tout », j'ai envie de dire « Arrête, t'es pas lycéen, ça se voit ». Et puis, il y a un truc aussi qui est un petit peu surréaliste, c'est que c'est vrai que quand je repense à mes 17 ans, après peut-être que moi j'étais un garçon particulièrement chiant et sage, tu vois, mais... En fait, on l'était tous. Moi, au bout d'un moment, je me dis, je me rappelle des gars au collège et au lycée, et même des filles. Tout le monde est habillé normalement. Oui, voilà. Enfin, moi, j'ai passé mes 17 ans à faire de la guitare et à être mauvais à l'école, quoi. Voilà, si t'allais à 2 fêtes dans l'année, c'était super. Ouais, voilà, c'est la vraie vie, en fait. Donc, Euphoria vend une vie qui n'existe pas trop, à mon sens. Ouais, ils ont une sexualité débridée, ils ont tous essayé toutes les drogues qui existent et tout. Mais peut-être que je me mens et que, au fait, cette jeunesse est omniprésente et que je ne la vois pas. Mais je sais pas, moi, je suis sorti avec mes neveux ce week-end et eux, ils sont pas comme ça du tout, quoi. Donc, Alors, voilà. moi, pour ma part, justement, je trouve qu'il y a certes une esthétisation et de s'arrêter que sur les bons côtés, mais bon, quelque part, Matrix aussi. Matrix, c'est une esthétisation de la violence. Et on voit jamais Neo Trinity sortir les poubelles pour autant. Et ça en fait pas un mauvais film. Il y a pas de poubelle sur le Nebuchadnezzar. Et c'est une poubelle. Et du coup, je dis pas que tout ce qui est présenté dans la série est forcément vrai ou ce genre de choses, mais j'ai quand même une conviction que les générations qui se sont succédées, notamment aux États-Unis, l'abandon du cercle familial, le problème des réseaux sociaux, le problème une espèce de surenchère comme ça à chaque fois. Et je pense qu'il y a un profond mal-être aussi qui est né, que ce soit dans les familles riches ou pauvres, hein, parce que celle de Zendaya, c'est pas du tout une famille riche, et elle est centrale dans le pivot de la série. C'est pas une famille pauvre non plus. Hein. C'est pas une famille hardcore pauvre, c'est genre la classe moyenne tout à fait normale, quoi. Ouais. En creux par rapport aux autres, on est quand même pas du tout sur les mêmes niveaux. Ah oui, c'est-à-dire par rapport aux gens richissimes qui côtoient, ouais, non, ils sont pas aussi riches, ouais. Et les dealers, eux, ils sont franchement pauvres. Mais du coup, voilà, moi, je trouve que c'est important que cette série, à un moment, sorte. Ce qu'elle raconte, notamment, de ce qu'on disait sur la masculinité toxique, sur le questionnement de genre, ce sont des questions que... une génération se pose. Moi, j'ai pu le voir. Des gens que je connais qui se posent ce genre des ados, des jeunes qui se posent ce genre de questions, qui vivent ce genre de questions. Alors, que ce soit vrai ou une projection, un transfert par rapport à tout ce qu'ils peuvent voir ou ce qu'elles peuvent voir, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qu'ils ou elles vivent. Et que nous, on n'avait pas dans nos années 80-90, certes, mais qu'il y a quand même quelque chose. Et je trouve que ça mettait le doigt, alors certes avec une esthétisation un peu poussée, mais
est-ce qu'on peut vraiment en reprocher à quelque chose d'esthétisé? Enfin voilà, donc voilà, je suis donc vous avez 3 gradations d'appréciation. Voilà, mais par contre, là où je te rejoins, c'est que les questions sont hyper intéressantes et centrales, et je veux pas faire genre le gars qui sait pas dans quel monde il vit, et je trouve ça très bien que ces questions émergent. Peut-être que moi je me suis fait justement aveugler par l'esthétisation à outrance, qui fait que ces questions-là, pour moi, elles passent presque inaperçues. J'ai du mal à comprendre comment on peut se projeter dans Euphoria, en fait. En fait, il y a plein de personnages qui sont vraiment bien starbés et pas bien dans leur peau et pas bien dans leur tête. Mais à travers ça, il y a quand même pas mal de moments vraiment importants. Alors, tu parlais des performances d'acteurs ou d'actrices. Il y a notamment 2 épisodes spéciaux. Oui, qui sont incroyables. Qui sont un peu une espèce de pont entre la saison 2 et la saison 3, qui sont sortis dans la foulée de la saison 2. Et dans l'un de ces 2 épisodes, il y en a un avec Colman Domingo, qui se passe uniquement en huis clos dans un diner. C'est une discussion en tête-à-tête entre Zendaya et lui. Celui-là, je trouve qu'en termes de profondeur de ce qu'il peut raconter, exactement, de l'addiction à la drogue, de la rémission, de ce genre de choses, justement du lien entre 2 générations, ceux qui essaient d'aider et l'autre qui comprend pas. Enfin voilà, il y a tout un pan. Je trouve ça vraiment. C'est un épisode très très bienveillant, hein, parce que c'est quand même plus de 50 minutes où tu regardes quelqu'un dire à quelqu'un d'autre. C'est pas parce que tu es accro à la drogue et que tu te dévalorises à ce point-là que tu as aucune valeur à mes yeux déjà et aux yeux des autres. C'est un truc qui fait beaucoup de bien, je trouve. Ouais, c'est vrai, c'est un épisode très important. Et à contrario, la scène d'engueulade historique entre Zendaya et sa maman et sa sœur. Ouais, exceptionnel. Et genre de scène qui nous envoie direct au foie. Enfin, c'est quelque chose de c'est là où on voit vraiment que marquant. Zendaya est une immense comédienne. Ouais, en fait, quand elle arrive avec son pédigré Disney Channel, tu fais oh là là. Et en fait, elle est incroyable. Non, vraiment, pour moi, c'est une des grandes comédiennes du moment, toute génération confondue. Et pareil, moi, il y a des personnages qui vraiment m'ont laissé sur le bord du trottoir. Et à côté de ça, d'autres, comme Hunter Schafer, que j'ai trouvé vraiment assez exceptionnel. Hyper intéressante aussi. Dans sa façon de justement ne pas rentrer dans une case. Et je trouve que ça, c'est le genre de point assez important. Et à côté de la normalité, on en a, avec le personnage de Lexi, qui, elle, va faire un récit de tout ce que vivent ses copains et ses copines autour d'elle. Et on fait une pièce de théâtre qui va foutre un sbeul pas possible. Mais alors, j'ai une question sur cette pièce de théâtre, parce que j'en parlais avec ma femme hier. Est-ce que vous avez vu cette pièce de théâtre comme moi, c'est-à-dire comme un truc qui se passait dans leur tête, totalement psychique, ou comme un vrai truc qui se passait vraiment sous leurs yeux? Moi, je l'ai vraiment pris comme un vrai truc. Parce que, ok, si c'est un vrai truc qui se passe sous leurs yeux, ils disposent de quels moyens exactement dans leur lycée là pour produire une pièce de théâtre? Parce que la scène, elle tourne comme un carrousel. Ils ont des espèces de casques avec des micros. Ils sont là, ok, le plateau B, vous êtes prêts? C'est une vraie culture, le musical dans les lycées. Non, mais c'est ouf, c'est Broadway leur lycée, au fait. Quoi, en vrai, si tu regardes, il y a plusieurs scrims qui se passent dans des lycées ou sur scène, ou notamment le dernier, mais pas que. Et ils ont toujours des décors et des moyens de malades. Hein. Mais voilà, mais c'est le même truc. Alors que nous, si tu voyais ma pièce de lycée à 17 ans, attention, jusque-là, c'est pas les pareil. kermesses de l'école. Mais ouais. Enfin, mais pareil, peut-être qu'il y a une partie où ils ont beaucoup de moyens parce que c'est les États-Unis, mais aussi il y a une partie justement paroxytique où en fait il va plus loin et presque les gens, chacun projette sur scène quelque chose de bigger than life. J'avais envie de placer cette expression interdite. Très bien placé. très bien. Elle était bien. Elle était très bien. Surtout sur une série de coming of age. Voilà. Exactement. Mais non, mais moi en tout cas voilà, tout ce que tu disais, Menro, je suis vraiment d'accord. Mais tu vois, alors peut-être que c'est un peu différent et que c'est pas les mêmes questionnements, mais je trouve une série comme Adolescence beaucoup plus intéressante et les pieds dans le réel, quoi. Ah ouais. Et bah tu ouais. vois, alors là, on est peut-être dans le pas réalisme sur le même. social. Ouais. Alors, mais il y a quand même, tu vois, des questions sur la masculinité, sur plein de trucs, et sur la violence, voilà, sur les réseaux aussi. Et je trouve qu'en fait, là d'un coup, tu dis ah oui, le réel, ça ressemble à ça. Et moi, en fait, la limite aussi que j'ai trouvée à Euphoria, c'est que au-delà de l'esthétisation, est-ce que c'est bien de prendre des substances, machin, etc. Spoiler alert, c'est mal. Non, c'est qu'en fait, je pense que si t'es un jeune, peut-être que pareil, c'est peut-être une réflexion de vieux, mais que tu regardes ça, en fait, tu te sens un peu nul si ta vie, ça ressemble pas à ça. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté genre, allez là, tu vas pas en soirée tous les samedis, t'es pas en train de te mettre le pif dans la coke, t'es pas en train de taper plein de gens, machin, t'es un peu nul quand même. Et en fait, la plupart des gens, ouais, ils sont chez eux, quoi, quand ils ont 17 ans. Donc, je trouve que cette série, elle a un côté toxique, en fait. Je l'ai pas vu du tout comme ça. Moi, je l'ai vraiment vu comme une série de personnages archétypaux
qui sont censés un peu, je vais dire une connerie, mais un peu comme vice versa fait les émotions. Oui. J'ai vu ces personnages comme des archétypes et pas comme de vrais personnages. Ils sont plus une métaphore de ce qu'ils représentent. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Disons que moi, j'ai un degré d'agacement qui est encore supérieur à ça, même si je finis par comprendre, puisque maintenant j'en suis à la saison 3, je finis par comprendre que tout ça c'est une présentation de tranches de société qui brosse un portrait assez intéressant d'une certaine partie de la société occidentale, mais ses dérives. Et de ses dérives, ouais, bien sûr. Mais mon agacement initial devant la saison 1, je m'en souviens très très bien, c'est que moi je ressens pas ce truc qui me dit regarde, je te présente la jeunesse réelle actuelle, et si tu comprends pas, c'est que t'es un vieux con. Je ressens pas ça. Ce que je ressens, c'est que derrière la série, il y a un vieux con qui invente une jeunesse qui n'existe absolument pas. Alors, je pense qu'elle existe aussi un peu. Enfin, mais, qui existe très très marginalement, quoi. En Californie. Quelque part. Et qui me dit... Ouais, si tu me comprends pas dans ma vision de la jeunesse de vieux con que je suis, c'est que t'es un vieux con. Et là, j'ai envie de dire, alors c'est un piège ta série, quoi. Alors c'est vrai que Sam Levinson est très critiqué. On a même vu, Yoann, tu nous as fait passer une vidéo que sur la montée des marches. Alors c'est pas à Cannes, mais non, je crois que c'était à Coachella. Ils ont fait l'avant-première et avec Zendaya qui le snob gentiment sur le tapis rouge, lui réclame une photo. Elle fait non, faut que je parte. Et c'est très étonnant comme. L'aspirateur, je vais l'éteindre. Alors justement, cette saison 3 saut temporel, on l'a dit, mais pas que. La bande-annonce l'avait déjà sous-entendu. On a vu le début de la série. Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'envie d'aller plutôt flirter du côté des frères Coen ou de Tarantino que de rester dans tout ce qu'on a vu dans la saison 1 et la saison 2. Ouais, et moi je marche vachement plus, mais tout de suite. Déjà, qu'on arrête de me dire que des acteurs qui ont 30 ans en ont 17, ça me fait beaucoup de bien, quoi. Donc là, on les prend à l'âge qu'ils ont, vraiment. Et tout ça commence par une scène, mais totalement folle, où donc le personnage de Rue, incarné par Zendaya, essaye de faire passer une voiture pleine de drogue par-dessus le mur de Donald Trump. Donc, essayez d'imaginer à quoi ça peut ressembler. Elle se retrouve coincée en haut. Avec un gros Range Rover. Exactement. Ça fait une scène très très longue, assez débile, mais on peut pas s'empêcher de trouver la situation complètement folle, quoi. Et tiré d'un fait réel. Ah ouais. Ouais, j'ai vu une vraie anecdote. En fait, il s'est renseigné auprès des bureaux qui contrôlent justement les passages aux frontières, la drogue et tout ça. Et en fait, les mecs lui ont montré une photo d'une voiture qui était coincée au sommet d'une clôture. Il a fait je tiens une scène là. Donc non, c'est fort quand même. C'est fort, ça s'enchaîne aussi avec cette scène avec la famille traditionnaliste, catho. Oui, qui devient une sorte un peu de révélation et d'épiphanie pour Rue. Et je trouve ça en plus assez pertinent, parce que c'est vrai que les gens qui sont fragiles et sujets à la dépendance, ils ont des épiphanies spirituelles comme ça à tous les coins de rue. Mais le décalage, le décalage est très assez marrant. Ouais. Donc moi j'ai bien marché tout de suite au premier épisode de cette saison 3. Je trouve le moment où on t'explique comment on fait passer la drogue en avalant des pochons de fentanyl et tout, un peu lourdingue, parce que c'est fait à grand renfort de plans crasse-pouille et tout, pour finir par te dire et c'est comme ça qu'on fait vraiment passer le fentanyl d'un côté à l'autre de la frontière. Tu n'imagines pas qu'il y ait des gens accros au fentanyl qui se disent ah, Berk, alors, j'arrête d'en prendre tout de suite. Tu vois, enfin, non. Euphoria a quand même pas vertu à soigner les addicts, si tu veux. Donc, tout ça est un peu lourdingue. Mais en revanche, j'aime bien cette espèce de portrait hyper débridé des gens accros. Je trouve que à la fin du premier épisode de la saison 3, on se dit, le personnage de Zendaya, là, elle est totalement chez père. Et j'aime bien cet endroit psychique où elle est, où elle peut frôler la mort toutes les 2 secondes. Elle s'en fout, quoi. Les retours critiques sont très très mitigés outre-Atlantique. Vous savez pourquoi cette saison 3 le divise, d'après vous, comme ça ? J'ai l'impression il y a une partie peut-être liée au
au personnage de Sydney Sweeney qu'on retrouve, c'est-à-dire le premier plan, elle est habillée en toutou en cuir parce qu'elle veut se filmer sur OnlyFans, et là on est encore, je pense, dans le délire de quelqu'un qui projette ses propres fantasmes sur un personnage, donc je pense qu'il y a un peu de ça, et au-delà de ça, en tout cas moi de ce que j'ai lu, parce que je crois que les critiques américains ont eu accès aux 3 premiers épisodes, ils reprochent le fait qu'on continue avec des personnages qui sont pas essentiels à la narration, mais comme en fait ils font partie de la famille Euphoria, on va continuer à raconter leurs histoires, alors que finalement c'est vrai qu'on regarde Euphoria principalement pour le personnage de Zendaya, pour le personnage d'Hunter Schaeffer, peut-être un peu pour Jacob Elordi, mais les autres sont pas ultra passionnants, quoi. Donc en fait voilà, les critiques disent en fait on continue des lignes narratives qui vont pas qui sont pas passionnantes. Donc je pense qu'il y a ça qui perturbe, et après voilà le changement de style, j'ai trouvé ça appréciable aussi, parce que d'un coup on se retrouve avec les pieds dans le réel. Et moi j'aimais bien aussi le côté presque Jean-Jacques Goldman, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans, où tu te dis qu'est-ce qui est devenu machin de la 4e C, et d'un coup voilà, tu découvres son métier. Donc là c'est rigolo de se dire voilà les métiers qu'ils ont imaginés pour chacun, même voilà, la plupart s'en sortent plutôt bien, c'est ce qui est étonnant vu la jeunesse qu'ils ont eu. Bref, ça c'est autre chose. Et mais après moi ma limite, mais qui rejoint aussi un peu, j'en ai pas parlé les 2 premières saisons, c'est que c'est des personnages que je trouve pas du tout intéressants. En fait, c'est des gens que je trouve pas intéressants. Et moi, je ne peux regarder un truc que si j'aime bien les gens. Pour vous donner un exemple, La fièvre du samedi soir, vieux film avec John Travolta. Je déteste ce film, vraiment, parce que je trouve le personnage mais stupide. Et donc là, en fait, aucun des personnages ne m'intéresse. Je les trouve tous nuls. Donc en fait, un peu, à part Zendaya, un peu. Donc en fait, j'attends de voir Jules. Voilà, qui est très. Donc Hunter Schaeffer, Hunter Schaeffer qui est absente du premier épisode, donc on suggère qu'elle est devenue Sugar Baby, c'est ça, je crois. Ouais. Je crois qu'au détour d'un dialogue, on suggère ça. Quoi, voilà, une sorte d'escorte. Donc je suis curieux de voir elle, ce qu'elle devient, mais sinon les autres personnages, je me dis putain, c'est pas intéressant, quoi. Mais je pense que aussi autour de ces mauvaises critiques qui nous viennent des États-Unis, il y a un phénomène de ras-le-bol. Je pense qu'on a trop parlé de ces gens-là, qu'il y a Zendaya trop partout, qu'il y a Sydney Sweeney trop partout, et que Euphoria a eu une aura formidable, et que maintenant ça a tellement glissé dans la culture populaire que c'est devenu de bon ton de le dézinguer, quoi. Je pense qu'il y a probablement un truc comme ça. D'ailleurs, c'est ironique parce que c'est vraiment la série de Zendaya et de Hunter Schaeffer, et puis finalement c'est plutôt Jacob Elordi et Sydney Sweeney qui sont devenus des gens hyper bankable, qu'on peut coller sur une tête d'affiche et être sûr de vendre un certain nombre de places et tout ça. Mais encore une fois, enfin bon, je suis partagé entre mon amour pour cette série et mon rejet de cette série. Je trouve qu'il faut pas. J'avais des amis qui me disaient c'est quand même incroyable, une série sur la jeunesse qui parle de drogue. Bah non, ça vous parle pas de drogue. Si vous allez c'est des gens qui n'ont pas vu Skins. Bah ouais, si vous allez sur des parvis de gare en France, vous allez pas voir beaucoup de Zendaya, quoi. Enfin, même je sais pas. Même Art Laker à vif dans les années 90. Et puis même pour Hunter Schaeffer, je veux dire, oui, ça adresse la question des adolescents qui sont un petit peu transgenres et tout ça, mais Hunter Schaeffer, c'est quand même l'exemple le plus heureux de ce genre de transition, puisque c'est un mannequin célèbre et tout ça. Donc c'est la réalité, si la réalité était beaucoup plus belle que la réalité, quoi. Enfin bon, je sais pas, mais je continuerai à regarder cette saison 3 avec grand plaisir, évidemment. C'est disponible en tout cas sur HBO Max depuis lundi 13 avril, 8 épisodes, donc 7 à venir. Et Gauthier, justement, cette série qu'on appelle générationnelle, attendant à plutôt déclencher chez toi une inspiration, et tu avais envie de mettre les pieds dans le plat. Et Gauthier, vers où tu nous amènes cette semaine ? Je vais vous dire les vrais trucs, au moins un vrai truc. Un vrai truc qui est que moi, quand j'étais adolescent et que j'avais l'âge des gens qu'on voit dans Euphoria, j'étais obsédé par un film qui s'appelle Trainspotting et qui est sorti en 1996 quand j'étais moi-même ado. Et en regardant Trainspotting et en regardant ce qu'en disait la cinéphilie française, puisque je commençais à graviter un petit peu dans ce monde-là, j'étais surpris de voir que tous mes congénères intello disaient « Ah, Trainspotting, c'est vraiment un film de merde, c'est vulgaire, ça présente la réalité de la jeunesse de manière complètement glamourisée, clipesque et esthétisée et tout ça. » Et moi, je comprenais pas parce que c'était un film qui marquait totalement ma génération et dont tous les adolescents parlaient autour de moi, et même des gens qui fraudaient, puisque le film était interdit aux moins de 16 ans pour aller le voir en salle. Donc c'était un truc hyper important
pour les gens de mon âge et hyper méprisé par les intellos, quoi. Et donc je comprenais pas, et j'ai passé un moment important de ma vie, après une dizaine d'années, à faire des études et à écrire beaucoup de littérature autour de Trainspotting pour analyser justement pourquoi toute cette esthétique de clip et cette glamourisation de la jeunesse était importante à ce moment-là, et pourquoi ça changeait un petit peu la donne, pour rendre des textes universitaires très longs et très chiants, que je ne vous recommande pas du tout, mais pour expliquer aux gens, à cette intelligentsia, justement pourquoi l'esthétique MTV rebondissait sur ces problèmes de société et brossait un portrait d'une jeunesse qui ne comprenait pas, parce que les codes utilisés étaient ceux des jeunes, évidemment, et voilà pourquoi tout ça était d'autant plus pertinent et important. Je crois que 30 ans avant ça, il y avait un film de Dennis Hopper qui est sorti et qui est passé au Festival de Cannes, qui s'appelait Easy Rider, et qui avait fait à peu près la même chose auprès de la génération de mes parents, c'est-à-dire la musique des jeunes sur un portrait d'une Amérique un petit peu vagabonde, des gens qui, à moto, sillonnaient les grands espaces et qui prenaient des drogues et qui passaient des soirées au coin du feu à se dire alors, la jeunesse, ouais, c'est bien, on réussit, non, on réussit pas, non, bon, voilà. Et ça les avait énormément marqués à l'époque. Ils étaient là, genre, ah, putain, ce film a tout compris, alors que les vieux étaient là à dire Easy Rider, quoi, Born to Be Wild, enfin bon. Et c'est même un film fondateur un peu de la culture rock et tout ça. Et maintenant, je me retrouve à avoir 42 ans et à regarder Euphoria, qu'on me vend comme un truc générationnel, un peu clippé, avec une esthétique, et à faire c'est complètement de la connerie, tout ça et tout. Et comment dire, je crois que ça me fait du bien de prendre une petite piqûre de rappel que, au fait, ce que ressent une partie de la société en regardant Euphoria, c'est exactement ce que j'ai ressenti moi-même il y a 30 ans devant Trainspotting, et c'est probablement exactement ce qu'ont ressenti mes parents 30 ans avant en regardant Easy Rider, ou peut-être même encore avant en regardant Pierrot le Fou et tout ça. C'est-à-dire que peut-être on est toujours en train de regarder la même chose, c'est-à-dire de se prendre formellement une baffe esthétique dans un sens en se disant ça c'est vraiment l'esthétique de ma génération, c'est vraiment les codes de ma génération, et de l'autre côté de se prendre la même baffe que toutes les générations se prennent, c'est-à-dire quand on est jeune, on a des troubles, on est faible, on a l'opportunité de faire des expériences qui parfois sont un petit peu déviantes, mais la vie nous fait crédit aussi, donc c'est maintenant qu'il faut les faire. Donc peut-être que Euphoria est rien d'autre que Trainspotting dans une autre génération, et rien d'autre que Easy Rider dans une autre génération. C'est peut-être à chaque fois la même baffe qu'on se prend, mais les générations répondent à des codes différents. Je sais pas si ça vous parle, ce que je viens de dire. Voilà. J'ai trouvé ça très pertinent. Oui, pareil. Tu me donnes un autre regard sur Euphoria, voilà, figure-toi. Le seul peut-être petit, sans trop rallonger, mais le petit amendement que je ferais, c'est que voilà, comme toi, Trainspotting m'avait vraiment marqué. Moi, je me rappelle, je l'avais rejeté en bloc à l'époque, pas pour les raisons que tu dis, mais parce que je trouvais que c'était trop violent. Ouais. Notamment le bébé au plafond et tout, pour moi c'était vraiment insupportable. C'est terrible. Et il y avait eu la même chose quelques années après avec Requiem for a Dream. Et pour moi, c'est des films, quand tu les vois, tu te dis jamais je touche à de la drogue. Ah oui, voilà, bien sûr. Il y avait eu la série sur Disney Plus aussi, Dopsic. Ouais. Où en fait tu fais jamais je touche un cachet comme ça. Euphoria, je suis pas sûr que ce soit le même message qui passe, et c'est ça mon problème. À part l'embrouille entre Roux et sa famille dont tu parles. Si, il y a quand même l'histoire des deux frères là, du dealer et son petit frère. Mais voilà, mais bon, ça reste quand même très friendly, quoi. Très festif. Mais tu vois, un truc qui m'a toujours surpris moi sur Trainspotting, c'est que tout le monde en parle comme d'un fameux film sur la drogue, alors que personne n'en parle comme d'un film sur la masculinité toxique, alors que c'est à l'évidence un film sur la masculinité toxique, et sa suite 20 ans plus tard l'est aussi. Oh, Big B, c'est un fief et connard quand même. Oui, c'est ça, mais c'est vraiment c'est les hommes dans tout ce qu'ils ont de pire qui s'entraînent les uns les autres, si tu veux. Et quand même, on s'en rappelle plus parce que c'était il y a 30 ans et qu'on était très jeunes, mais si tu veux, si les toxicos ils ressemblent à Ewan McGregor et à ses potes, bah ça va la toxicomanie au fait. Ils sont tout le temps filmés comme un espèce de groupe de rock hyper cool, quoi. On a un peu envie de les ressembler, de leur ressembler et tout, et c'est un problème. Donc finalement Euphoria fait pareil. Il y a juste
c'est beaucoup plus un monde de filles, Euphoria, que Trainspotting est un monde de garçons, parce que Trainspotting, c'est vraiment présenter les garçons comme des espèces de déchets rigolos, quoi. Mais finalement, le lien entre les deux me paraît très fort. Cet homme est beaucoup plus pertinent que ChatGPT. C'est gentil. Heureusement. C'est gentil. On se donne du mal. Moi, mon film générationnel comme ça, de la même période, qui aurait pu et qui était plutôt mal critiqué aussi, mais maintenant il est devenu un peu culte, c'était Fight Club. Oui, bien sûr. Encore un film sur la masculinité toxique, s'il en est, bien sûr. Bien sûr. Non, mais tu mets le point sur quelque chose, Gauthier, je pense, et je pense qu'on sort plus grand de ce débat grâce à cette conclusion. Merci à tous les deux, en tout cas. Je vous propose d'enchaîner directement avec les sorties de la semaine. Et cette semaine, Johan, tu nous parles donc des sorties comprises entre le 13 avril et le 19 avril. Nous t'écoutons. Et je commence par Apple TV. On parlait de OnlyFans avec le personnage donc de Sydney Sweeney. Donc ça va être un thème qui va être creusé dans la saison 3 d'Euphoria. Ça va être aussi le thème central de Margot a des problèmes d'argent. Série en 8 épisodes. C'est la nouvelle série de David E. Kelley que vous connaissez notamment pour Big Little Lies et Ally McBeal. Et ça suit les aventures d'une jeune femme qui se retrouve enceinte, sans boulot. Et le seul moyen de joindre les deux bouts, c'est peut-être de vendre ses propres photos. Donc je ne vais pas dire de vendre ses charmes, mais de vendre l'image de ses charmes, coachée par son père qui est une ancienne gloire du catch, et en fait ça va la dépasser et ça va devenir beaucoup plus successful que prévu. Donc c'est adapté du roman de c'est Rufus Thorpe qui a été un succès BookTok et sur Instagram, et c'est emmené notamment par Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nick Offerman, Nicole Kidman, Greg Kinnear, Marcia Gay Harden. Au moins 3 d'entre eux sont aussi producteurs de la série. Donc ça montre vraiment leur investissement, et je pense que ça va parler, je sais pas si ça va être un contrepoint Euphoria, mais on va être un peu sur la même trend de parler un peu de précarité, d'une jeunesse qui se cherche et tout ça, de la maternité aussi dans le cas présent. Donc ça peut être assez intéressant. Joli casting, personnage féminin donc de Elle Fanning avec sa maman Michelle Pfeiffer et Nick Offerman en catcheur pro. On dit qu'on voit de la bande-annonce, ça donne très très envie. On dit oui, et puis moi ce retour en force de Michelle Pfeiffer, voilà, parce qu'elle est aussi dans la série dans une des séries Yellowstone, là je suis tellement content parce que moi c'était une de mes icônes des années 80, qui a eu du mal un peu au passage des années 2000, et là en fait de la voir revenir sur le devant de la scène, c'est très très cool. Je crois qu'on s'en reparle la semaine prochaine. Il y a des chances. Sur Netflix, vous avez une saison 2 qui ne nécessite pas d'avoir vu la saison 1. Pourquoi ? Et ça, c'est intéressant. Puisque c'est le retour d'Acharné. Acharné, si vous vous souvenez, c'était l'un des gros succès surprises de 2023 sur la plateforme. Notamment 8 Emmy Awards, dont meilleur acteur pour Steven Yeun, meilleure actrice pour Ali Wong, et pour la mini-série en elle-même. Et mini-série, puisqu'à l'époque, c'était considéré comme un truc avec un début et une fin. C'est donc ce qu'on appelle une mini-série. Et en fait, le succès a fait que Netflix a dit, en fait, on va prolonger l'idée, mais par contre, chaque saison deviendra une histoire à part entière. Donc, ce qu'on appelle une anthologie. Et donc, cette saison 2, qui va toujours un peu graviter autour des relations de colère, de gestion du conflit, et on pourrait dire de loi de Murphy, de loi de Murphy de l'énervement. Comment ça nous emmène dans nos pires travers. Voilà, je cherchais le mot travers. Ça se passera là dans un club de golf ultra huppé, plutôt un country club ultra huppé, et ça suivra en fait 3 couples différents. Donc d'un côté Carey Mulligan et Oscar Isaac, de l'autre Charles Melton et Kaylee Spinney, et de l'autre Yoo Jung-yoon et Song Kang-ho, qui était l'acteur principal de Parasite. Et donc en fait ces 3 couples là vont commencer à se tirer dans les pattes. Et ça a l'air, rien que le casting donne envie, beaucoup. Et si c'est aussi bien que la saison 1, ça peut être très 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 bien. Et je pense qu'on en parlera au moment des récompenses en fin d'année. Et moi, un couple où il y a Carey Mulligan et Oscar Isaac, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas une scène d'ascenseur avec Ryan Gosling qui arrive Surtout dans un truc de colère, il arrive avec un marteau et exactement, il pète des gueules. Et moi j'ai commencé à regarder la saison 1 juste là, en me disant mais c'est vrai qu'il y a la 2 qui arrive, même si ça n'a aucun rapport, je vais quand même la regarder. Pour voir l'esprit. Voilà. Et en tout cas, rattraper la saison 1. Et donc la saison 2, je ne l'ai pas dit, est disponible depuis jeudi, 8 épisodes sur Disney+. Sur Netflix. J'ai pas dit Netflix. Sur Netflix, tu as raison.
Depuis mercredi sur Disney+, vous pouvez apprécier le retour de Scrubs. On parlait de Malcolm la semaine dernière, donc c'est un peu le mois des requels. Donc Scrubs, si on rappelle l'histoire, c'est donc une série hospitalière beaucoup plus légère que Urgence ou Grey's Anatomy, et en même temps qui a beaucoup été louée par le personnel hospitalier pour son réalisme des relations humaines et de la confrontation aux cas graves et à la mort, et comment on peut passer du rire aux larmes en 1 seconde à peu près. Donc c'est pour ça que la série a été très très marquante. Elle avait duré pendant 9 saisons de 2001 à 2010. Elle a influencé beaucoup de shows comme par exemple How I Met Your Mother ou Brooklyn Nine-Nine. Et donc elle revient, et donc on est un peu comme sur Euphoria. Là, que sont-ils devenus à peu près 15 ans plus tard? Donc Zach Braff est de retour, Donald Faison aussi, Sarah Chalke, Julie Reyes, John C. McKinley. Donc tous les gens que vous avez aimés, ils retrouvent leur blouse blanche, avec aussi une nouvelle génération en face, donc des nouveaux internes ou des nouveaux stagiaires. Donc ça peut être intéressant. Et pour vous, si vous connaissez pas encore, et pour vous un peu peut-être vous teaser l'esprit, c'est signé Bill Lawrence, qui a notamment fait Ted Lasso et Shrinking. Ah oui. Donc qui sont des séries très toujours très feel good et en même temps très mélancoliques. Et donc c'est un peu ça l'esprit qu'on retrouve là-dedans. Je sais pas si vous étiez des Scrubsiens. Moi, Scrubs, je l'ai vu de loin en loin parce que j'ai toujours un problème d'hypocondrie et donc je regarde pas les séries hospitalières. Par contre, Ted Lasso, j'en mange tous les jours s'il y en avait plus. Et je vois que c'est aussi le mec qui a fait Spin City. Et c'était une des séries que j'aimais énormément sur le bureau du maire à New York à l'époque avec Michael J. Fox. Exactement. Nous partons désormais sur Prime. On aura fait un petit peu tout le monde. Sur Prime, un film qui déboule, qui moi me tente plutôt parce que ça a l'air rigolo, mais on se dit pourquoi ne pas attendre la Coupe du Monde puisque ça va parler de foot. C'est un film qui marque le grand retour de Peter Farrelly. Donc Peter Farrelly, c'est une des moitiés du tandem donc des frères Farrelly, à qui on devait notamment Dumb and Dumber et Marie à tout prix, et qui depuis a pris une voix un peu plus solo, avec des trucs très sérieux genre Green Book, et des fois des trucs un peu plus débiles comme Ricky Staniki. Je sais pas si vous aviez vu ça avec John Cena. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pareil, un original Prime Video qui était assez sympa. Et donc en fait là il revient avec un film qui s'appelle Balls Up, tout un programme. Ouais, déjà le titre. Voilà, le titre est absolument génial. Donc qui va confronter Mark Wahlberg et Paul Walter Hauser, un tandem qui se retrouve embarqué donc un peu dans une loi de Murphy aussi. C'est-à-dire que ce sont des publicitaires qui veulent vendre des préservatifs qui se mettent jusqu'au bout, c'est-à-dire sur la tige et sur les cerises. Si je peux dire ça de manière imagée, sur la banane et sur les cerises. Donc pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est leur projet. Ils deviennent sponsors de la nouvelle Coupe du Monde, donc tout le monde est content, et par un espèce de quiproquo où ils voient une mascotte, on va dire rivale sur la pelouse, ils vont débouler sur la pelouse pour lui taper dessus. Du coup, le mec qui doit marquer un penalty rate son penalty, et donc tout un pays, à savoir le Brésil, perd la Coupe du Monde. Et donc en fait, ils vont être poursuivis par tout un pays parce qu'ils ont fait louper la Coupe du Monde à leur pays. C'est complètement con. Donc ça a l'air complètement con sur le principe. Expliquez-moi, mais par pitié, expliquez-moi comment un tel scénario peut se retrouver sur la table de Mark Wahlberg. Il y a marqué Balls Up dessus. Il le lit, c'est une histoire de capote qui se met sur la tige et les roubignoles avec une mascotte qui se fait taper, qui fait perdre la... Et il se dit on y va. Ça c'est pour moi, ça. Non, je pense qu'il dit c'est combien. J'ai envie de dire banco. Et ce délire, sachez, par ici ça peut vous convaincre, donc c'est né de l'esprit de Rhett Reese et Paul Wernick. Grands esprits. Grands esprits, c'est les messieurs qui ont fait Zombieland. Ah, mais on adore. Voilà, Deadpool, Twisted Metal. Ils ont fait des trucs un peu beaucoup moins bien aussi, comme Six Underground et Ghosted, qui étaient quand même pas très très bons. Mais voilà, c'est des gens qui sont adeptes de l'humour irrévérencieux. Donc ça peut être assez sympa. Et on termine toujours sur Prime Video avec une série française qui est dévoilée avant sa diffusion sur TF1, qui n'est pas encore datée. Donc c'est une série en 6 épisodes qui remonte en fait à 2025 parce qu'elle avait plutôt marqué le festival Sérimania il y a 1 an. Donc elle a été présentée, elle a mis un peu, c'est un peu comme ces films qui sont présentés à Cannes et qui arrivent 1 an plus tard, genre Die My Love. Là, voilà, donc là c'est un peu la même chose. On ne sait pas pourquoi ça arrive 1 an plus tard. Donc c'est une série entre le drame psychologique et la série d'espionnage sur fond de cybercriminalité. Je ne vais pas m'aventurer à vous la pitcher parce que je n'ai rien compris au pitch. Demande à ChatGPT. Je peux demander à ChatGPT. Voilà, sachez juste que voilà, c'est porté par Sofia Essaidi, Alexis Michalik, Irène Jacob, donc plutôt joli casting, et une révélation qui s'appelle Arkady Radef. Et
il a remporté, notamment, il a été primé à Cérémania par le prix de la meilleure musique originale. Okay. Donc au moins, il y aurait une ambiance musicale sympa. Et si vous allez sur Prime Video, à ne pas confondre avec 2 autres films qui s'appellent Intraçables. Il y en a un avec Diane Lane en 2008. Si vous vous souvenez, c'était l'histoire d'un serial killer qui tue les gens plus... en fait, en gros, il branche ses victimes en live sur Internet et plus les gens regardent, plus la personne souffre. Donc c'était un truc qui nous questionnait sur notre propre voyeurisme et tout ça. Et puis il y a un autre film qui s'appelle Intraçable avec Nicolas Cage. Et là, c'est un autre délire, comme tous les films de Nicolas Cage. Donc voilà, donc ne confondez pas si vous cherchez ça sur Prime Video. Je termine en vrac. Très bien. Voilà, je termine en vrac. J'ai beaucoup de choses dans mon petit sac. Sur HBO Max, vous avez un docu sur les sports extrêmes qui s'appelle The Dark Wizard, et notamment sur l'escalade un petit peu dangereuse, qui rappelle notamment le documentaire Free Solo, qui est disponible sur Disney+, qui était incroyable. Sur un Solo, ça. Ouais, c'est sur Han Solo. Ouais, Libéré Han Solo. Et vous avez la mise en ligne d'une série qui s'appelle Then You Run, qui est un road movie britannique sur des ados en fuite, qui était sorti pourtant il y a, je crois, 2023 ou 2024, donc qui date un peu, mais en tout cas qui arrive sur HBO Max. Sur Mubi, vous avez un inédit qui s'appelle Endless Cookie, un documentaire animé qui est pour adultes, pas pour adultes, pas au sens porno du terme, mais au sens mature, on va dire. Et pourquoi il est notable ? Parce qu'il est notamment passé par Sundance, par Annecy, par les Independent Spirit Awards, qui sont un peu les Oscars du cinéma indépendant. Donc ça a l'air assez étonnant. Sur Netflix, alors là, il y a beaucoup de trucs. Je vous les fais très très en vrac sans les pitcher. $1 Million Secret saison 2, Faux Profil saison 3, Lydia fait sa loi saison 3, Roommates, Macho Alpha saison 2 et Une histoire de gorille. Voilà. Okay. Et pour terminer aussi sur Netflix, un petit peu comme Stranger Things l'avait fait avec son épisode Making of, il y a un Making of de One Piece qui arrive, qui s'appelle One Piece Grand Line. Et le truc un petit peu rigolo, c'est que ce sera donc raconté par Jacob Romero qui joue Usopp. Et Usopp, il aime bien rajouter des détails qui n'existent pas. C'est un gros mytho. Voilà, c'est un gros mytho. Voilà, on peut le dire comme ça. Donc un making-of raconté par un mytho, ça peut donner un truc assez sympa. Eh bien, merci beaucoup, Johan. Je t'en prie. Merci pour toutes ces sorties. C'est d'ailleurs là-dessus que s'achève notre émission aujourd'hui. C'était donc Original saison 2, épisode 32 déjà. On remercie notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien. Merci infiniment, les copains. Ainsi que Magic Andou au montage. Toujours aussi magique. On se retrouve quant à nous vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, série, doc ou animé et toujours plus de créations originales. Bye bye. Bye bye. Ne nous prenez pas pour des vieux cons, on aime fort rien à cœur avec les doigts. Et on vous aime aussi.